Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du placement de Iron Man dans la chronologie du MCU et aujourd'hui nous parlerons des droits cinématographiques de Daredevil. C'est parti. Bon, nous sommes maintenant au 6e épisode des droits cinématographiques et je pense que le début de l'histoire, vous la connaissez déjà. Dans les années 90, la société de Marvel est au plus bas économiquement parlant, elle rentre alors dans une période de restructuration et vend les droits d'adaptation de ses personnages à différents studios. Les droits de Daredevil seront vendus à la Fox, mais on peut noter que Daredevil a déjà été adapté avant ce rachat. En effet, la première fois que Daredevil apparaît à l'écran, c'est en 1989 dans le téléfilm Le procès de l'incroyable Hulk, un des 3 téléfilms faisant suite à la série L'incroyable Hulk de 1977. Dans cette œuvre, alors que David Banner arrive dans une ville contrôlée par Wilson Fisk, notre héros est témoin d'un viol sur une femme. Il se transforme en Hulk pour intervenir et une fois revenu sous la forme de David, il est accusé à tort du viol et jeté en prison. C'est alors qu'un certain Matt Murdock, incarné par l'acteur Rex Smith, est désigné pour être son avocat et ce dernier l'hébergera après que David se soit transformé en Hulk pour s'échapper de la prison. Matt révèle alors à David qu'il est Daredevil et lui demandera de l'aider à arrêter Wilson Fisk, responsable de la fausse accusation sur Banner. La deuxième apparition de Daredevil, cette fois sous l'égide de la Fox, se fait au cinéma en 2003 et il est incarné par Ben Affleck dans le film qui porte le nom du héros, réalisé par Mark Steven Johnson et dont le synopsis est le suivant. Avocat le jour, super-héros la nuit, Matt Murdock possède une ouïe, un odorat, une force et une agilité incroyablement développées. Bien qu'il soit aveugle, son sens radar lui permet de se diriger et d'éviter le moindre obstacle. Inlassablement, cet être torturé arpente les rues de New York à la poursuite de criminels en tout genre qu'il ne peut punir au tribunal. Daredevil aura à affronter Kingpin, alias le Caïd, qui dirige d'une main de fer la mafia new-yorkaise, ainsi que son homme de main Bullseye, alias le tireur. Le film est un succès financier pas dégueulasse. Au départ, il avait un budget de 50 millions de dollars, passé à 80 millions après la réussite du Spider-Man de Sam Raimi. Le film rapporte donc presque 180 millions, un petit bénéfice de 100 millions pour la 20th Century Fox, sauf que le film n'est pas un succès critique, il n'est pas très apprécié en Amérique et pas non plus en France, et de manière générale, il n'atteint pas la moyenne des critiques presse et spectateurs. Cependant, la Fox ne se décourage pas et décide de faire un spin-off avec l'un des personnages du film, Elektra, interprétée par Jennifer Garner. Cette dernière reprendra son rôle dans son film éponyme réalisé par Rob Rowman en 2005 et Ben Affleck reprendra aussi les traits de Daredevil le temps d'un caméo. Cependant, le film sera lui aussi un échec critique et peu bénéfique pour la Fox avec seulement 10 millions de dollars en termes de rentabilité, un pâle chiffre comparé à celui de Daredevil. Malgré ces deux échecs, la Fox ne perd pas pied et décide d'envisager une suite. Mais heureusement, le projet est compromis car Ben Affleck et Jennifer Garner abandonnent leur rôle. Et c'est la dernière fois qu'on verra le démon de Hell's Kitchen au cinéma. Il y a alors 7 ans de vide total chez la Fox et le tout va changer le 16 août 2012. La Fox annonce que ne pouvant pas produire de film Daredevil avant le 10 octobre 2012, elle laisse la licence revenir aux mains de Marvel Entertainment, à ce moment-là aux mains de Disney. Cependant, les droits reviennent véritablement à Marvel Entertainment seulement le 3 mai 2013, en même temps que les personnages de Blade, Punisher et Ghost Rider. À cette époque, Marvel Studios et Marvel Television sont encore tous les deux sous le giron de Marvel Entertainment, lui-même sous le giron de Disney, et la volonté de développer le MCU au travers de séries télévisées est plus que jamais dans les ambitions de tout le monde. À ce moment-là, Drew Goddard, futur auteur-producteur de la série qui est déjà dans les petits papiers de Marvel, aimerait rebooter Daredevil de sa version de 2003 pour en refaire une autre sous la forme d'un film. Mais Marvel Studios n'est pas très chaude car elle considère que le démon de Hell's Kitchen n'a pas besoin d'un film avec un gros budget et préférerait que celui-ci soit rebooté sous la forme d'une série, un format qui d'après elle serait beaucoup plus adapté pour proposer un contenu plus sombre et plus adulte. Marvel Studios refile donc le personnage à Marvel Television et c'est donc cette dernière qui aura la responsabilité d'adapter Daredevil pour le MCU sous la forme d'une série, toujours avec Goddard à l'intérieur du projet. C'est alors que le 7 novembre 2013, Disney et Netflix annoncent un partenariat pour la mise en chantier de 4 séries et une mini-série qui découleront des événements du film Avengers sorti en 2012 et parmi elles, on peut y retrouver la série Daredevil. Ces séries seront produites en collaboration par Marvel Television, ABC Studios qui appartient aussi à Disney et Netflix, mais cependant c'est la plateforme de streaming qui aura le dernier mot sur ces productions et donc sur les droits du personnage.
Tout se passe alors merveilleusement bien. Le personnage trouve son interprète en la personne de Charlie Cox, et ce dernier apparaîtra aussi dans la mini-série qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Defender, et cerise sur le gâteau, il est mentionné dans le contrat de l'acteur qu'il devra obligatoirement faire une apparition dans un des films du MCU. On commence alors à bouillonner d'impatience à l'idée d'un crossover entre Avengers et Defenders. La série sort enfin le 10 avril 2015, elle est un succès incroyable et un modèle et marquera l'histoire des adaptations de super-héros au petit écran, en plus de proposer une formule fraîche et plus sombre pour le MCU. La série sera renouvelée pour une saison 2 en 2016 et à nouveau pour une saison 3 en 2018, mais revenons à 2015. Tout n'est pas rose chez Marvel, surtout entre Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, et Ike Perlmutter, le patron de Marvel Entertainment. Pour la faire courte, Feige demande son indépendance à Bob Iger, le patron de Disney, à cause de l'attitude de Perlmutter et n'a donc plus de compte à lui rendre sur sa stratégie cinéma, ce qui sera un problème pour les séries Marvel et leur connectivité avec le MCU, donc un problème pour la série Daredevil. Un problème car Perlmutter va peu à peu écarter Marvel Television et les séries du MCU juste pour emmerder Feige. La série Daredevil prend donc peu à peu de distance avec les films, et malgré son succès jusqu'à aujourd'hui, les chances de crossover et les éléments de connexion avec le MCU n'ont fait que de diminuer. J'avais fait une vidéo sur cette connectivité que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vue, mais j'en referai une autre pour remettre au clair la prise d'indépendance de Kevin Feige, car mon ancienne vidéo n'est pas vraiment claire et plus à jour. Nous arrivons donc à 2018, la saison 3 vient de sortir et c'est encore un succès. Le scénariste annonce même sur Twitter qu'il vient de pitcher la saison 4 à Netflix et que cette dernière était à l'étude. Pour ce qui est de la connectivité, tout n'est pas perdu, car certaines fuites rapportent que Marvel Studios se serait rapproché de Marvel Television pour que Charlie Cox fasse un caméo dans Spider-Man Far From Home, ce qui n'est d'ailleurs pas incohérent car Spidey et l'homme sans peur sont très proches dans les comics. Cependant, d'autres fuites qui arrivent quelques jours plus tard indiquent que Marvel Television aurait refusé, et si c'est vrai, je soupçonne Perlmutter d'avoir voulu emmerder Feige en interdisant à Marvel Television d'accéder à la requête de Marvel Studios. Enfin bref, on aura quand même une saison 4 et c'est tout ce qui compte. Sauf que non, coup de théâtre, 2 des 4 séries Defender, Luke Cage et Iron Fist, sont brutalement annulées par Netflix en 2018 alors qu'elles proposaient chacune une ouverture pour des suites. Certains théorisent alors la réunification de ces deux héros dans une série commune, sauf que depuis la création de Punisher, Netflix n'a plus le droit de créer d'autres séries Marvel. C'est pour cela que des spin-offs sur les filles du dragon ou une série sur les héros alloués sont impossibles. On voit alors l'épée de Damoclès se suspendre au-dessus de la série Daredevil, et malheureusement, elle lui tombera dessus de plein fouet car Netflix annoncera son arrêt malgré le succès de la saison 3. Dans l'incompréhension, on se met alors à théoriser. Il y a un temps maintenant, Disney avait annoncé le lancement de son propre service de streaming appelé Disney Plus pour 2019, dans le but de concurrencer Netflix, et de plus Bob Iger a récemment annoncé l'arrivée d'une série Marvel connectée au MCU sur ce service. Le lien est alors logique, c'est Disney qui a annulé les séries Netflix pour les récupérer et les diffuser sur son propre service, sauf qu'il n'en est rien. Et non, ce n'est pas Disney qui est à l'origine de ces annulations, mais bien Netflix. Déjà parce que dans les médias, Amy Rodberg, une actrice de Daredevil, a confirmé l'information en Disney que Disney ont eux-mêmes été surpris de l'annulation car ils n'étaient pas au courant. Et de toute manière, c'est bien Netflix qui a annoncé l'annulation et non Marvel ou Disney. Mais alors pourquoi Netflix voudrait se séparer de ces séries Marvel, surtout Daredevil qui est celle qui marche le mieux? Eh bien c'est juste une question de logique. Si Disney s'apprête elle-même à produire ces séries Marvel pour la concurrencer, Netflix n'a aucune raison de continuer à développer les siennes. Pour schématiser, c'est comme si Burger King décidait de présenter en rayon des produits McDonald's. Ça serait faire de la pub à un adversaire, donc se mettre soi-même en danger en termes de marketing. Maintenant que cela est fait, il est peu probable que Jessica Jones et Punisher, les deux dernières séries de Netflix, survivent après leurs prochaines saisons respectives. Pour en revenir à Daredevil, le média Variety a rapporté récemment qu'une clause a été signée entre Marvel et Netflix, une clause interdisant les personnages de ces 5 séries d'apparaître en dehors de projets Netflix pour une durée d'au moins 2 ans suivant leur annulation. Cela veut dire que malgré l'arrêt de Daredevil, Netflix peut encore se servir du personnage et le faire apparaître dans Jessica Jones ou Punisher, ce qui est un fait car un récent communiqué de Marvel Television a dit qu'ils avaient hâte de voir les prochaines aventures de Daredevil
et pareil pour Luke Cage et Iron Fist, où il a été dit que les personnages continueraient de vivre à travers d'autres œuvres. Sachant que la série de Daredevil a été annulée en 2018, Marvel ne pourra donc récupérer le personnage qu'en 2020, et une fois récupéré, on ne sait pas ce qu'elle compte en faire, mais je vais vous énoncer les 3 cas de figure possibles. Le premier, c'est que Marvel continue tout simplement la série sur Disney+, comme s'il y avait eu une pause de 2 ans. Certains diront que c'est impossible, étant donné que c'est Disney. Le ton ne pourra pas être aussi sombre qu'avant, donc la série ne pourra pas continuer, ou alors elle devra s'adapter à un ton plus grand public, comme les autres productions de Disney. Sauf que je vous prouverai que cette critique est surfaite et facilement démontable. J'y dédierai une vidéo entière car il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. La deuxième solution, c'est que la série ne continue tout simplement pas et qu'on ne revoit plus jamais Daredevil dans le MCU, même en tant que guest dans d'autres productions. Bon, ici je ne vois pas pourquoi ça arriverait. Certains me ressortiront à nouveau la politique de Disney qui ne veut pas choquer en mettant Daredevil accessible au grand public, mais encore une fois, ça n'est pas crédible d'après moi, donc je ne m'inquiète pas pour ça. La troisième solution, celle que je redoute personnellement, c'est que le personnage soit rebooté. Pourquoi rebooter Daredevil? Eh bien, si on y réfléchit, quand Netflix perdra Daredevil, rien ne dit que Marvel voudra continuer la série malheureusement. L'idée serait alors de le rebooter et de soit refaire une série, soit de l'inclure directement dans les films, et ça ne me semble pas incohérent car cela permettrait à Feige de reprendre le contrôle du personnage et des autres Defenders, tout en faisant un gros doigt d'honneur à Perlmutter qui n'aurait du coup plus la main mise sur 4 de ses personnages, une vengeance subtile contre Perlmutter et ses manières. Après, en y réfléchissant, même si Perlmutter a éloigné les séries du MCU, déjà de une, il faut que Feige reste pro, on n'est pas dans de la télé-réalité, et en plus, les séries sont quand même connectées car à chacune des saisons d'entre elles, il y a quand même des références à droite à gauche qui maintiennent le tout, et ça ne serait pas cool pour Jeff Lobb, le patron de Marvel Television, qui lui n'approuve peut-être pas forcément les directions artistiques de Perlmutter, qu'il ne peut de toute façon pas contredire vu qu'il doit rendre des comptes à ce dernier. Et malgré ces tensions, tous ont toujours clamé que tout était connecté, alors pour ne pas perdre la crédibilité de ses propos, ça ne serait pas une bonne idée pour Feige de rebooter le tout. En définitif, on ne sait pas ce qui arrivera tant que Marvel et Disney n'auront pas récupéré les droits auprès de Netflix en 2020. Il faudra donc prendre son mal en patience et se réjouir que Matt Murdock puisse encore apparaître tant que Netflix produit encore Punisher et Jessica Jones. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à me soutenir financièrement sur Tipeee si le cœur vous en dit et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!